Bonsoir tout le monde, bienvenue à nos jeudis live. Écoutez, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir avec un gars que j'apprécie énormément. Je le considère comme un ami, mais égoïstement, je ne le vois pas assez. Il est occupé, il est partout, donc je me suis fait le plaisir de faire un petit 5 à 7 avec lui ce soir, jaser de la vie. C'est un gars authentique, c'est un gars de cœur. J'ai l'impression que je ne sais pas si au Québec, il y a quelqu'un qui n'aime pas ce gars-là. C'est un immense privilège de l'avoir avec vous. Donc, je vous présente M. Jean-Marie Lapointe. Hello! C'est donc bien fin, merci. Mais c'est vrai, il y a quelqu'un qui t'aime pas, Jean-Marie, en passant? Oui, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ne m'aiment pas. Écoute, on a quand même assassiné Jésus-Christ, puis je pense que c'était un bon gars. Hein? Martin Luther King, même affaire. John Lennon, même affaire. Il y a des êtres, on a tiré sur le pape. Alors, tu sais, je me dis, et je ne me compare pas à ces gens-là, mais même des gens extrêmement bons, extrêmement généreux, extrêmement pleins de bienveillance, il y a des gens qui ne les aiment pas. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ne m'aiment pas, mais en premier, il y a peut-être moi des fois qui ne m'aiment pas aussi. Tu sais, là, ça, on est la première personne des fois à se taper sa tête, mais on ne tape pas sa tête de quelqu'un qu'on aime. Donc, si moi, je me tape sa tête, c'est quelque part, il y a une partie de moi que je n'aime pas. Donc, je suis mon meilleur ami, comme des fois, je suis peut-être mon pire ennemi. En tout cas, je suis content de te retrouver. Je te regarde aller, puis on se faisait des petits lunchs dans le temps à mon bureau. Et depuis quelques années, je te vois à travers tes projets, puis j'ai l'impression plus que jamais que tu es sur ton X. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'aujourd'hui, puis je pense que c'est ta fête dans quelques jours, ça se peut-tu? Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui. 54? 55. 55. 55, je vais avoir 55 ans, mais tu sais, en fait, sur les réseaux, sur Internet, dans les émissions artistiques, sur Wikipédia, tu tapes mon nom, c'est écrit que je suis né en 66, mais la vérité vraie, c'est que je suis né en 65. Alors, moi, ça me fait rire. Alors, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me souhaite bonne fête dans les médias, c'est toujours un an de moins, puis je suis content. C'est un an de plus jeune. Mais pour répondre à ta question, oui, je pense que je suis sur mon X, puis être sur son X, je pense que c'est au-delà de l'argent que tu fais, c'est au-delà même de ton travail que tu fais parce que tu le sais, tu coaches des gens et tu coaches des gens qui font de l'argent et qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Sont-ils sur leur X parce qu'ils font 1 million par année? Non. Mais je connais des gens qui sont sur l'aide sociale, je connais des gars qui font du bénévolat. Les autres sont même déjà dans la rue, puis ils font du bénévolat pour les frères et sœurs de la rue, puis ils sont sur leur X. Pourquoi? Parce qu'ils sont en cohérence. Puis je te répondrai avec la citation de Gandhi qui dit, savez-vous c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est simple. C'est quand tes pensées, tes paroles, puis tes actions sont en harmonie. Et c'est ça, être sur son X. C'est de vivre selon ses valeurs, selon ses convictions, peu importe s'il y ait ou non des applaudissements, peu importe si tu es payé 1 million pour ça, l'important, c'est que Charles de Gaulle avait dit on est l'homme ou la femme d'un seul livre. Mais moi, mon livre, je pense que je suis vraiment en train de l'écrire, puis il n'y a personne d'autre qui écrit avec le crayon, sauf moi. Le mot que j'utilise avec mes clients, souvent, c'est le mot cohérence. Tu sais, on manque de cohérence, on va dans des relations toxiques, mais on veut s'aimer, on se dit spirituel, mais on traite notre corps comme de la poubelle. Fait que ce dont tu dis, c'est un peu ça, c'est d'amener une cohérence finalement, puis de dire, écoute, il faut que je prêche ce que je dis et pas juste... Parce que moi, je trouve que le monde n'a jamais lu autant de développement personnel. Tu sais, le monde applaudit Tony Robbins sur le feu, puis après, tu vois, écoute, le monde se démolit de l'intérieur. Il y a une ironie là-dedans. Et pourquoi tu penses que les gens agissent comme ça? Bien, parce que ça fait du bien à notre conscience de dire, écoute, je fais des choses pour aller mieux, sauf que, écoute, ce que je vois, là, la question qu'on me pose le plus après une conférence, c'est comment on fait s'aimer. Le monde, tu sais, ils me disent, c'est bien beau ce que tu enseignes, puis je vote, mais c'est quoi de bord? Pourquoi je ne suis pas capable de m'aimer? J'essaie, là, je bois du jus vert, je médite, tu sais, je veux dire, j'ai plein de likes sur Facebook, puis je me sens comme une poubelle, tu sais. Fait que je pense que c'est plus profond que juste quelque chose qu'on peut comprendre avec notre tête, tu sais. Écoute, mon père a écrit une chanson qui s'appelle « Chante-la ta chanson ». C'est drôle, c'est rare que je vais citer mon père, puis encore moins ses chansons, quoique je suis son fan. Mais tu sais, chante-la ta chanson, chante-la qu'elle est belle, ta vie, chante-la ta chanson, et chante-la ta chanson à toi, tu sais. Ouais, ouais.
Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Alors, ta vie, ton cœur est en train de te dire de chanter quelque chose, puis toi, dans ta tête, tu t'obstines à vouloir peut-être chanter autre chose, soit pour plaire, soit parce qu'on t'a dit c'est ça que je devrais faire. Alors, tu sais, je pense que pour répondre un peu à la question, puis comment on s'échange ça, tu parles d'Anthony Robbins, les gens ont une intention de vouloir être heureux, d'être spirituel, d'avoir une vie qui a du sens. Ils ont cette intention-là, mais de faire le move, se mettre en action, c'est que tu dois laisser les choses de côté. Puis, écoute, j'ai 2 métaphores à te partager et à partager à ceux qui sont avec nous ce soir. Mais tu sais, Parker Palmer a dit quelque chose qui a vraiment de l'allure. Ce n'est pas important ce que tu veux faire dans la vie, mais plutôt d'écouter ce que la vie veut faire en toi. Et ça, je trouve ça puissant en maudit parce qu'il y a quelque chose qui brûle en nous, mais peut-être qu'on a été tellement programmé à écouter notre tête pour toutes sortes de raisons, là. Parce qu'on vient d'une famille dysfonctionnelle, parce qu'on a été élevé à ne pas écouter nos émotions, parce que nos émotions, c'était un signe de faiblesse à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on sent que c'est une force même d'être dans la vulnérabilité. C'est un autre sujet de conférence qu'on aura ensemble si tu veux. Mais je pense que de se reprogrammer à descendre notre focus ici, là, puis de le laisser driver, et c'est ça qu'on doit réapprendre. Et c'est peut-être ça que les gens ont de la difficulté à faire. Ils ont beau investir des milliers de dollars pour se faire coacher par toi ou Anthony Robbins, le premier sur le bord qui est disponible. Mais tu sais, quand on se fait coacher, c'est que toi, tu vas dire à quelqu'un, bien, ça te tente-tu d'essayer ça? Ça te tente-tu d'essayer ça? Bien, la personne a dit oui, mais, puis ça demande du courage changer. On ne change pas quand tout va bien, on change quand ça ne va pas bien. Tu sais, mon thérapeute me disait, on ne change pas par vertu, mais par nécessité. As-tu déjà vu quelqu'un rentrer en thérapie à la maison Jean Lapointe parce que ça allait bien? Non. Puis l'autre chose aussi qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas un chat que je connais qui dit, tu sais, moi, demain, je vais aller mal, je veux être dans une relation toxique puis m'endetter. Tu sais, je veux dire, la base, tout le monde va dire qu'ils veulent être bien. Mais il y a une vidéo super intéressante, c'est un sportif sur YouTube, ça s'appelle « How bad do you want it? » Puis, tu sais, c'est comme « How bad? » Tout le monde le veut, mais le veux-tu vraiment? Le veux-tu vraiment? Écoute, je ne sais plus, c'est une vidéo que je fais écouter. C'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est comme un 5 minutes où tu entends une voix. Puis là, tu vois un gars. Puis là, il dit, moi, là, il dit, je sortirai pas avec mes chums vendredi soir. Puis je pourrais boire, mais je n'irai pas parce que demain, à 5 heures, je me choisis. Puis c'est un peu ça. Il dit, veux-tu être cool ou tu veux être bien? Tu veux-tu être riche ou tu veux être bien? Tu sais, puis c'est cette dualité-là, tu sais. Ouais, tu sais, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit, tu veux-tu? Ça, c'est dans le livre. Je pense, ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Des petits livres là, de croissance personnelle. J'allais dire de décroissance personnelle parce qu'il y a un petit peu de ça aussi. Il disait, veux-tu être heureux dans la vie ou tu vas avoir raison? C'est ça, oui. C'est un choix, là, parce que ton ego, ta tête, dit, hey, fais ça, tu vas avoir raison, mais c'est ça qui va t'amener du bonheur. Puis l'autre métaphore que tu la connais parce que tu as lu des beaux livres, puis je sais qu'est-ce que tu enseignes un peu, je t'ai vu aller. Puis on a eu aussi une base d'amitié puis de conversation. Tu connais peut-être la métaphore de Michel-Ange. Je la trouve tellement belle. Michel-Ange donnait des masterclass. Un masterclass, c'est quoi? C'est quand tu as une classe de maître, le maître, donc en l'occurrence Michel-Ange, ça pouvait être Léonard de Vinci, ça peut être n'importe quel grand leader ou grand maître dans le domaine artistique. Et lui, il y avait des élèves autour de lui, puis un de ses élèves, pendant une de ses classes, il avait posé la question en pointant son célèbre Michel-Ange. Son célèbre, excuse-moi, le David. Ouais. À Michel-Ange, sa statue, sa sculpture, le David, est encore aujourd'hui considéré comme une sculpture parfaite. Tu sais? Alors, beaucoup d'élèves avaient posé la question à Michel-Ange, comment, maître, avez-vous réussi à faire votre David? C'est tellement une pièce parfaite. Puis Michel-Ange de dire, c'est pas compliqué, j'ai pris mes instruments, j'ai regardé mon bloc de marbre et j'ai commencé à travailler mon marbre et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. Wow. Et ça, là, wow. C'est beau parce que quand tu enlèves tout ce qui n'est pas marque d'humaine, les gens ne savent pas, mais on s'est parlé une couple de minutes avant qu'on commence notre live, puis le Marc que j'ai devant moi, ce n'est pas le même Marc que j'ai connu il y a 8 ans, tu sais. Donc, tu as enlevé des choses qui étaient peut-être des gains, peut-être des choses le fun, mais qui finalement étaient des entraves à l'expression de qui tu étais vraiment dans ton cœur, dans ton âme.
Donc, quand on enlève tout ce qui est superflu, tout ce qui ne fonctionne plus, puis malgré tout qu'on reste accroché, parce que pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a peur de laisser, parce qu'on est attaché à un certain mode de vie. Donc, si on enlève tout ce qui n'est plus soi-même et tout ce qui est une entrave à la vraie expression, t'imagines-tu quelle sorte d'être humain qu'on a le potentiel de devenir? Donc, tu sais, on voit souvent des citations qui disent « Il est à peu près temps de vivre la vie que vous êtes supposé avoir. » Tu sais. Il n'y a personne d'autre qui va faire ces choix-là avant toi. Tu sais. C'est juste toi. C'est juste moi. C'est juste nous. Puis pour moi, le mot qui résume ça, c'est retourner à sa pureté, retourner à sa divinité ou le dharma. Mais dans le bain simple, puis tu as raison, moi, ça a pris du temps, puis je peux te dire que ça fait 2-3 ans où j'ai appris à aimer Marc pour ce qu'il est, mais même si je suis conscient que je me tape ses nerfs, là, je m'écoute, puis tu sais, ceux qui ne m'aiment pas, puis je suis too much, puis sauf qu'en même temps, à un moment donné, il a fallu que je dise, est-ce que je vais m'ajuster à tout le monde pour plaire ou je pogne avec moi-même, puis ma pureté, là, ce que la vie attend de moi, c'est d'être Marc Dumaine. Pas à 20, pas à 30, à 100%. Quitte à déplaire, mais la validation, puis ce que tu parles, ce que j'entends beaucoup, c'est ça, c'est pourquoi qu'on a des masques, mais parce qu'on a une validation. Tu sais, que ce soit à travers notre corps, l'argent, le beau char, hey, t'es vu et reconnu. Fait que c'est comme, hey, je suis quelqu'un dans tes yeux. Mais c'est le danger. Tu sais, on vit à travers les yeux de tellement de monde, mais nous autres, comme tu disais tantôt, on se tape dessus, tu as de la misère à te regarder, alors que tu devrais être ton meilleur ami tout le temps. Tu sais. Oui. Mais ça, c'est l'histoire d'une vie. Tu sais, je ne sais pas quel âge tu as, mais le Marc que tu étais à 20 ans versus celui que tu es devenu à 30 ans puis à 40 ans, peu importe, on évolue. Tu sais, puis je pense qu'un des mots que j'aime beaucoup, moi, dans le dictionnaire, c'est bienveillance. De ne pas se taper sa tête puis d'être bienveillant avec soi. Et le mot bienveillance en anglais, il est encore plus écœurant. Je le trouve beau et c'est loving kindness. Donc, c'est de la douceur aimante envers soi. Et quand on applique ça envers soi, donc forcément, c'est une question de temps qu'on va l'appliquer envers les autres, ça change la donne, ça change la vie. Et c'est ce qui fait qu'on ne se tape pas sa tête parce qu'on est capable de se pardonner que c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'étais plus tel type de gars, j'avais tel plus de comportement. Pourquoi? Bien, parce qu'à ce moment-là, je jugeais qu'il y avait un gain à avoir ce comportement-là. Puis aujourd'hui, et c'est le même qu'on traite l'addiction aussi, c'est que les personnes qui souffrent d'une dépendance, le gars qui commence à sniffer de la coke et à faire le party et qui a du fun, dis-lui pas d'arrêter. Lui, il a l'impression d'être le king du monde, il a du fun, il a tout ce qu'il veut dans sa tête en apparence. Tu sais. Il ne paye pas le prix encore, mais plus il consomme, plus il va avoir des conséquences négatives. Puis je ne parle pas du gars qui se prend un verre de vin de temps en temps avec son chum ou sa blonde, whatever. Je ne parle même pas du gars qui se fume et qui s'allume un petit bat de temps en temps. Je ne parle pas de gens qui ont une consommation récréative qui n'est pas de dépendance. Je parle d'une personne qui souffre d'une grave dépendance et qui, la dépendance le sait, le dit, c'est que quand tu n'es plus capable d'arrêter un comportement qui t'a déjà apporté du fun, du plaisir, mais là, ça t'en apporte vraiment plus, malgré que des fois, dans ta tête, tu as l'impression d'avoir encore du fun, mais que là, quand tu réalises que hey, j'ai plus de fun, mais je ne suis plus capable d'arrêter par moi-même, c'est ça, être dépendant. Il n'y a pas de fun là-dedans, c'est une prison. Donc ça, quand tu réalises que tu as peut-être déjà eu des comportements comme ça, puis que tu n'es plus là, bien, tu ne tapes pas sa tête parce que tu réalises qu'à ce moment-là, j'étais là, mais j'ai changé, puis j'ai évolué. Et surtout, avec le mot bienveillance, un autre mot que j'aime beaucoup, c'est l'humilité. C'est de demander de l'aide, de parler de tes souffrances, de nommer les choses quand ça ne va pas. Dis-le. Puis Marina Orsini, que tout le monde adore, avait déjà dit « Ce que tu n'exprimes pas, tu l'imprimes. » Ça devient lourd à un moment donné à force d'imprimer des choses dans ton cœur. Tu parles de dépendance. Moi, en conférence, je parle, j'ai fait 3 overdoses. Je me suis perdu là-dedans. Mais ma plus grande dépendance, moi, ça a été l'amour de l'autre. Tu sais, j'ai été un quêteux d'amour. Toi, ça a été quoi ta plus grande dépendance? Je pense qu'il y a un peu de ça. La plus grande dépendance, je ne peux pas dire que c'est les substances. J'ai souffert des troubles alimentaires, du contrôle. J'ai énormément souffert de la dépendance de mon père et de ma mère, mais je pense que d'être dépendant du regard de l'autre, d'être aimé de l'autre, d'être applaudi par l'autre, d'être valorisé par l'autre,
ça a été quelque chose qui m'a amené énormément de souffrance, puis de chercher à plaire, de chercher à trouver à travers les relations amoureuses le paradis, la femme, la flamme qui allait faire en sorte que tout allait être correct dans ma vie. Puis, en fait, c'est pas de faire un deuil de l'amour parce que, tu sais, on s'en est parlé tantôt avant que l'entrevue commence. De l'amour, là, on en a. Pourquoi? Parce qu'on en donne. Exact. Quand on en donne dans l'action, dans le bénévolat, dans le travail, dans nos relations autour de nous, on n'est plus des quêteux, on est des donneux. Et ça, c'est ça la plus grande richesse. Et à partir du jour où tu comprends ça, bien, ça ne te tente plus de revenir en arrière. Donc, je pense qu'on se ressemble beaucoup, toi et moi, Marc, par rapport à, je pense que c'était ça ma dépendance, une espèce de dépendance affective qui s'exprimait dans de la dépendance amoureuse, de la dépendance sexuelle et tout ça fait que c'était un gros mélange parce qu'en même temps, il faut se l'avouer, c'est bon en tabarnouche l'amour, c'est bon séduire, c'est bon sentir qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui te désire. C'est une drogue, ça aussi, non? Ben, on appelle ça de la dopamine. Voilà. Et ton cerveau ne fait pas de différence quand tu sniffes une ligne de coke ou tu es en train de te ramasser une date du Silec puis tu sais que tu t'en vas faire l'amour avec tel gars ou telle fille. Ça, ton cerveau, c'est la même affaire. C'est de la dopamine, là, peu. Et ça, là-dessus, là, il disait un être amoureux marche sur la neige sans laisser de traces. Ben, c'est ça, tu es sur un high. Et ce high-là, se déprogrammer de ça, là, c'est tough. Parle à des personnes qui ont souffert de dépendance, quelle que soit la substance, c'était tough. Il n'y a pas juste un arrêt de consommer, c'est aussi d'arrêter nos pensées magiques qui viennent avec, parce que la dépendance avec la substance, la dépendance physique, mais toute la dépendance psychologique, c'est ça qu'on travaille en thérapie, puis il y a des gros changements à faire. Alors, c'est comme si on reprogrammait le cerveau pour pouvoir remettre les bons neurones en connexion ensemble. Et les gens, justement, qui viennent me consulter, qui ont une dépendance affective, c'est ce que je leur explique, en fait, c'est que tu rencontres quelqu'un, là, tu as un high, tu dis « je suis en amour ». Mais c'est que c'est pas de l'amour, c'est un état amoureux. Ouais. Fait que biologiquement, ton cœur bat vite, là, tu sues. Mais en fait, là, en pensant que c'est de l'amour, tu tombes dans une dépendance affective. Fait que là, tu as le gros high, là, tu textes pas, tu as le gros down, et là, ben, ça part. Puis on dit « je l'aime », mais non, l'amour, là, c'est basé sur le respect, sur une quiétude, tu sais. Fait que t'aimes le buzz, t'aimes la sensation. T'aimes la sensation que procure la personne que tu viens juste de rencontrer, puis check bien ça, dans 2 semaines, ça va peut-être être quelqu'un d'autre. Dans 3 semaines, quelqu'un d'autre. Tout ça avec un high et un down. Un high et un down. Hey, on en dépense-tu de l'énergie? C'est-tu consommant d'énergie, ça? C'est épouvantable. Pour toi, à 55 ans, là, après tout ton bagage amoureux, c'est quoi l'amour pour toi? Bien, je pense que l'amour, spontanément, c'est dans le don de soi, c'est dans le tendre de la main, c'est dans le fait de donner, d'aimer l'autre et d'aimer, point. Pas juste l'autre personne, pas juste la personne, pas juste mon père, pas juste mes frères, mes amis, mes sœurs. Je pense que l'amour, le véritable amour, c'est dans un geste de générosité. Écoute, tu me poses une question, là, je réfléchis à voix haute, là. Je vais juste prendre quelques secondes, on va prendre un petit recul, là. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est sentir la vie dans son cœur, puis que c'est tellement fort, c'est tellement débordant que tu ne peux pas garder ça juste pour toi. Il faut que tu le donnes. Il faut que tu le partages. Il faut que... Quand je dis « il faut », c'est parce que c'est une question de... Pas une question de vie ou de mort, mais c'est une question juste de donner. En fait, je pense que je vais te poser la même question, mais spontanément, de l'amour, ça va dans le tendre la main, ça va dans le don, ça va dans le non-jugement, ça va de prendre l'autre tel qu'il est, prendre une situation, de l'accueillir. Ce qui est en dessous de tout ça, c'est de l'amour. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi de l'amour? Bien, moi, je veux pas te contredire, au contraire, mais je vais te challenger là-dessus, en ce sens que, parce que je vois beaucoup de monde dans mon bureau qui sont un peu Mère Teresa, c'est-à-dire que, justement, on donne tellement aux autres, mais c'est du monde qui se met de numéro 32 sur la liste,
et ils ont un gain, là, victime, bourreau, sauveur, là, ils s'attirent des victimes. Fait que je donne, je vois le beau chez l'autre. Puis, à l'inverse, moi, ce que j'ai compris pour moi, puis le message que j'enseigne en conférence, c'est propre à moi, mais je m'aime énormément. Moi, je me fais bâcher parce que j'ai l'air fraîchier. Puis, je dis souvent, ben je me suis tellement pas aimé que tu as raison. Aujourd'hui, je m'aime énormément, puis c'est la base de tout amour. Puis si je m'aime énormément, après, je peux le conjuguer à toutes les personnes. Fait que je peux t'aimer énormément. Mais je pense qu'il faut faire attention dans le don de soi, s'assurer qu'on est capable de se donner la même chose. Puis on idéalise les autres. C'est le fun de donner, puis on arrive à la maison. Puis, fait, pour moi, l'amour, c'est aussi revenir vers honorer ce que la vie attend de nous, comme tu disais. Oui, et on se challenge, je te relance la balle. Ouais. Il faut aussi se poser la question, pourquoi l'autre? Pourquoi c'est si important de donner? C'est-tu parce que tu veux être valorisé en retour? C'est-tu parce que tu veux te faire dire que tu es une bonne personne d'être comme ça? C'est plus de l'amour, ça. C'est une forme subtile de quêter de l'amour. C'est une forme de dépendance. Mais tu sais, les personnes qui étaient à bord de l'avion qui fonçait sur le World Trade Center, probablement les 2 tours, la première tour s'est faite fracasser par un avion. Les passagers du 2e avion qui fonçaient vers la 2e tour savaient ce qui les attendait. Ils avaient vu l'autre tour en feu, puis ils voyaient bien que la direction que leur propre avion, elle ne se dirigeait pas vers le point d'atterrissage prévu. Ils se dirigeaient vers la tour. Donc, les passagers qui étaient à bord de cet avion-là savaient ce qui s'en venait et savaient qu'ils allaient mourir. Et pour en répondre un petit peu à ta question, c'est quoi l'amour? Bien, c'est ça. Alors, ceux et celles qui étaient à bord de cet avion-là, le 11 septembre 2001, qui avaient un téléphone cellulaire, ils s'en sont servis pour faire des appels, envoyer des textos, et on a récupéré tous ces messages-là, et c'était que des messages d'amour. Ça en dit long sur l'être humain qui sait qu'il va mourir, qui sait ce qui l'attend, et ce qui monte, c'est de l'amour. Et ce n'est pas égoïste. C'est je m'en vais faire un message à tous ceux que j'aime pour leur dire que je les aime. Donc, oui, c'est peut-être une forme d'égoïsme intelligent parce qu'eux autres, ils ont pensé que c'est la plus belle chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Mais as-tu vu comment ce qui monte à la surface, ce qui monte au cœur, là, c'est il faut que je dise aux autres que je les aime. Et même ceux qui n'avaient pas l'occasion d'avoir une conversation, leur message était juste en one-way, là. Donc, ce n'était même pas avoir le retour. C'était genre, je vous aime. C'est fort, hein? Mais moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tu regardes 2020, beaucoup de gens, puis là, je vais faire une généralisation, mais tu es sur le téléphone à chercher l'amour. Tu sais, à travers des inconnus, veux-tu m'aimer? Veux-tu venir à la maison? Veux-tu? Alors que quand tu reviens à la base, tu ne cherches pas l'amour. L'amour, tu l'as, puis tu prends le téléphone et tu reconnais l'amour pour ce que c'est vraiment. Et alors tu donnes. Ben, c'est ça. Et tu donnes. Ben oui, tout à fait. Mais c'est l'ego, finalement, qui nous empêche d'aimer. C'est souvent. Puis l'ego n'est pas compris. Toi, parce que dans mon bureau, j'ai du monde qui me dit qu'ils ont mis 100 000 avec Tony Robbins. Je dis, c'est quoi l'ego? Il dit, ben, je ne comprends pas ta question. Mais je dis, coudonc. Fait que c'est quoi l'ego, Jean-Marie? L'ego, c'est ce qui est en entrave à ma véritable mission du cœur. C'est quand la tête embarque et elle me dit, fais ci, fais ça. Quand la peur se manifeste, quand ma fierté se manifeste, quand la jalousie se manifeste. C'est ça, c'est une forme d'ego. Parce qu'évidemment, tu as l'ego dans le bouddhisme, tu as l'ego dans la science, dans la psychanalyse, ce n'est pas nécessairement la même définition, mais l'ego, c'est une création de l'esprit. Ça n'existe pas, l'ego. Essaye de trouver l'ego dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps. Il est où l'ego? Ça n'existe pas. C'est une création de l'esprit. Alors, c'est quelque chose qui s'apprend, mais heureusement, c'est quelque chose qui se désapprend. Donc, moi, j'ai appris à observer un petit peu mes pensées, mon ego, justement, grâce à la méditation, grâce au bénévolat, grâce à l'action humanitaire, grâce au désintéressement de soi. Tu sais. L'ego, là, moi, j'aime ça, donc me faire dire que je suis donc fin, je suis donc beau. Mais quand je me fais dire ça, puis que je cherche ça, c'est de l'ego. C'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Mais toi, jeune, ton père qui était connu, tu as de l'argent, est-ce que tu as été un petit kid justement baveux? T'as-tu tombé, tu voulais, tu as été dans lancer compte, je te voyais t'as-tu tombé là-dedans, jeune, justement? Les deux, parce que j'ai connu les extrêmes. J'ai connu l'extrême richesse, puis j'ai connu aussi de la pauvreté dans ma vie.
Et je me rappelle au Collège Notre-Dame, je suis probablement en secondaire 3, secondaire 4, puis là, mon père commence à faire des millions, commence à être une personnalité connue. Et dans le regard des gens, quand les gens devinaient que j'étais le fils de Jean Lapointe, ça changeait les comportements. Les gens me pointaient du doigt, les gens se retournaient sur leur passage pour me regarder. Tu sais, c'est un peu comme, imagine si tu es le fils de Louis-José Hood ou de Martin et Matt. Les gens sont impressionnés parce que tu es le fils d'une personnalité qui est aimée, qui est connue et qui est appréciée au Québec. Donc, je pense que les gens qui sont les enfants d'eux, ben c'est normal. Si tu n'as pas nécessairement grande confiance et une grande estime, ben tu peux te valoriser, tu peux te péter les bretelles en pensant que tu es hot parce que les gens t'applaudissent, les gens te reconnaissent, mais en même temps, ce n'est pas toi, c'est parce que tu es le fils de. Tu sais. Alors, quand tu découvres ça, à un moment donné, et moi, mes chums, mes vrais chums, ce n'étaient pas des gars qui étaient riches, ce n'étaient pas des enfants de riches non plus. Et c'était même gênant quand j'invitais des amis qui venaient chez nous, des nouveaux amis. Mais ceux qui étaient chums avec moi depuis 10, 2, 10, 5, 15 ans, je n'étais pas gêné. Ils me prenaient comme j'étais, que je sois riche ou pauvre, encore lycée, là, tu sais. Et je me rappelle quand je me suis fait mes premières blondes, quand j'avais été au cégep, j'étais gêné pas d'être le fils de Jean Lapointe, mais d'être dans l'argent et dans cette espèce d'abondance-là. Puis même, on rappelle, à un moment donné, mon père, écoute, c'était dans sa folie de l'argent qu'il a fait. Il a collectionné des chevaux de course, des tableaux. Il s'était même acheté une Rolls-Royce noire, les vitres teintées. Je me rappelle, j'avais 15 ans. Et pendant la grève d'autobus, parce que je prenais l'autobus, j'habitais à Outremont, mais je prenais l'autobus pour aller au collège, ben, ma mère et mon père m'avaient offert un lift en Rolls-Royce. Écoute, Asti, excuse, là, mais je leur ai demandé, vous me débarquez à 3 coins de rue de l'école. Il n'y a aucune chance que je débarque devant l'entrée principale et qu'on me voit sortir de la Rolls-Royce. Donc, tu vois ça, là, c'était signe que je ne voulais pas être identifié à l'argent, à la richesse, au fils de. Je voulais me fondre dans la masse. Pire que ça, quand je parlais en classe, je faisais exprès de parler tout croche puis d'essayer d'avoir un Christy de gros jouel exagéré parce que je ne voulais pas passer pour un fils de riche. Tu sais. Donc, j'ai connu ça, j'ai eu ces comportements-là. Puis, pour avoir vécu dans l'abondance puis dans la restriction, ben aujourd'hui, je te dirais que moi, j'accueille l'abondance, mais je ne m'identifie pas à ça. Tu sais. Et je te dis, l'argent que je fais, mon niveau de vie est en dessous. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai déjà flambé de l'argent, j'ai déjà fait des dépenses de fou dans les chars, puis le kit. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus low profile et j'aime ça parce que ça m'évite de vivre un stress. Et présentement, en cette pandémie, le fait qu'on ne travaille pas, comme mon niveau de vie est assez bas, ben, ça m'aide justement à ne pas avoir un stress qui est relié à ça. Parce que si tu fais 200 000 à 300 000 par année puis tu as un niveau de vie de 200 000 à 300 000, ben, qu'est-ce que tu fais en temps de pandémie? Non, c'est clair, c'est clair. Est-ce que, pendant que tu parlais, je me disais, tu as tout le temps eu, en tout cas, cette pureté-là, même avec les gros chars, tu avais cette conscience-là. Puis, ironiquement, tu as été dans le show business, il me semble, le milieu le plus égo, superficiel. C'était ça ton but quand tu étais jeune? C'était quoi tes rêves? Moi, j'ai rêvé d'être médecin, j'ai rêvé de jouer au football, j'ai rêvé d'être pianiste, j'ai rêvé d'un paquet d'affaires. Puis on dirait que le métier, un peu, le grand Gilles Pelletier, québécois, comédien québécois, m'avait déjà dit en entrevue, à l'époque, je faisais une émission qui s'appelait Les Fils à Papa avec Éric Rémy. Il m'avait dit, Jean-Marie, c'est pas toi qui choisis le métier, c'est le métier qui te choisit. Puis j'avais trouvé ça fin, puis je dis, wow, quelle sagesse, quelle humilité. Et c'est aussi vrai parce qu'on connaît tous des gens qui sortent des écoles de théâtre, des écoles de musique, qui ont des grands talents et qui ne percent pas, pour toutes sortes de raisons. Ça n'empêche pas que les grands talents percent aussi, mais pourquoi que ce n'est pas ton tour? Pourquoi ta carte n'est pas sortie au bon moment? Je ne sais pas. Mais, tu sais, je pense avoir été au début de ma carrière avec un désir de hey, je voulais-tu être reconnu, je voulais-tu être applaudi et je voulais-tu être aussi autre chose que le fils de Jean Lapointe, de me faire reconnaître pour mon propre talent. Puis on dirait qu'à un moment donné, j'ai comme lâché prise de ça et j'ai juste écouté mon cœur. Je me suis lancé dans le bénévolat, je me suis lancé dans le bouddhisme, dans la méditation,
dans une démarche spirituelle et tranquillement, pas vite, c'est dessiné à moi depuis les dernières années, à partir du moment où on a commencé à se connaître, toi et moi, où j'ai vraiment senti cet appel-là d'aller vers les plus déshérités, vers l'itinérance, vers les personnes en fin de vie, les personnes qui ont des handicaps. Et c'est ça qui a changé ma vie. Et c'est ça qui a changé même ma carrière, mes conférences. Donc, le bénévolat, aujourd'hui, me fait gagner ma vie. C'est ironique, hein? Et ça, je ne l'ai pas choisi, là. Quand je suis venu au monde, là, puis quand j'avais 15-20 ans, ce n'était pas ça que je voulais faire. Pas de cette forme-là, mais je sais que je voulais aider. Ça fait longtemps que j'en fais du bénévolat. Puis ça fait longtemps, tu sais, la sensation de chaleur dans mon cœur que j'éprouvais quand j'allais à la messe de minuit à la maison Jean Lapointe avec mon père et qu'on allait là, puis j'avais 12, 13, 15 ans, tu sais. Le bien-être que je ressentais de passer du temps avec des alcooliques, des toxicomanes en thérapie, à Noël, loin de leur famille, hey, il se passait de quoi dans mon cœur, là? Je vivais de quoi et je vibrais. Et en même temps, il y avait une forme de dissonance. Je me dis, mais pourquoi moi je suis chanceux? Je m'en vais à la maison, on vit dans une grosse maison Outremont, l'abondance, les cadeaux, papa qui a arrêté de consommer, qui est heureux, qui va bien, alors que ces gens-là, le même Noël, sont en thérapie, loin de leur famille, leurs enfants. Écoute, je braillais, moi, dans l'auto. Puis papa me demandait, bien, pourquoi tu pleures, Jean-Marie? Bien, je trouvais ça injuste. Puis j'expliquais, bien, pourquoi nous autres, on vit dans l'abondance alors que ces gens-là. Et papa, tout simplement, me dire, bien, Jean-Marie, regarde, présentement, c'est vrai que c'est tough pour eux autres à Noël. Ils sont loin de leur famille, loin des enfants, mais ils font une thérapie. Tu sais que j'en ai fait des thérapies. Tu sais que j'ai arrêté de consommer. Alors, ces gens-là sont en train de vivre ce que moi, j'ai déjà vécu. Et ce 3 semaines, ce 4 semaines-là qu'ils vivent, là, va peut-être changer leur vie. Et quand ils vont sortir de thérapie, qu'ils vont continuer à faire des meetings, qu'ils vont avoir arrêté de consommer, quelle sorte de Noël tu penses qu'ils vont vivre l'année prochaine avec leur famille, leurs enfants? Et là, je faisais juste réaliser bien, le genre de Noël que je vis moi-même maintenant avec papa qui est sobre. Et là, il y a comme un switch dans ma tête. Je me dis, wow, oui, c'est peut-être triste à court terme, mais ça risque d'être du bonheur à long terme. Donc, j'ai grandi là-dedans. Alors, c'est sûr que ça place des graines dans mon cœur qui ont germé, qui ont fleuri, qui ont grandi et qui font qu'aujourd'hui, du bénévolat aujourd'hui, bien, il n'y a pas une semaine, j'en fais pas. En entrevue, tu dis tout le temps papa, papa, tu parles souvent de ton père. Oui. Je t'entends rarement dire maman, maman. Je sais que ta mère est décédée à 49 ans d'alcoolisme, je pense. Oui. Pourquoi tu mentionnes moins ta mère? Est-ce que... Parce que ma mère, son rôle était tellement effacé et que c'est rare qu'un animateur s'intéresse au rôle de ma mère. Parce que mon père, c'est un monument au Québec. Il est encore en vie à 84 ans. Mais que ma mère a eu un rôle effacé, comme beaucoup de femmes des années qui sont nées dans les années 30, 40 et 50. C'était des femmes avec des rôles effacés pour beaucoup d'entre elles, comme ma mère. Alors, ma mère n'a pas eu un rôle flamboyant dans les médias. Elle était très, très, très effacée. Puis elle ne cherchait pas du tout les éclairages, puis les flashs, puis les projecteurs, mais pas du tout. Mais ma mère, écoute, c'était la fête des mères la semaine dernière. C'est son anniversaire demain. On est le 16 demain, donc samedi. Samedi, ça va être la fête à ma mère. Donc, tu sais, moi, ma mère, il y a tellement de choses que j'ai apprises grâce à elle. J'ai appris beaucoup l'humilité, j'ai appris la générosité, j'ai appris aussi la souffrance parce que mourir à 49 ans d'alcoolisme, ce n'est pas une mort le fun, ni pour elle, ni pour son mari, ni pour les enfants. Puis on dirait que d'avoir perdu ma mère à 26 ans, le plus bel hommage que je peux rendre à ma mère, outre qu'elle nous a élevés, puis probablement qu'elle s'est sacrifiée, parce que ma mère, là, elle avait un esti de caractère, puis une colonne vertébrale solide, puis elle, là, ça aurait été une femme d'affaires. Si elle avait été dans un autre siècle et si elle avait été, mettons, propulsée sur le milieu des affaires, elle aurait gagné sa vie, puis je pense qu'elle aurait raidé le show. Puis je pense que c'est la carrière de mon père, elle s'est transférée un petit peu là-dedans, elle a projeté un petit peu son ambition, puis elle a drivé le show avec mon père. C'est probablement que mon père doit beaucoup à ma mère à ça, dans la réussite de la carrière de mon père. Mais cela dit, la mort de ma mère m'a ouvert les yeux. Tu sais, quand je te parlais de l'exemple là, des personnes qui sont à bord de l'avion, qui s'en vont s'écraser sur le World Trade, puis qu'il y a un élan d'amour qui se manifeste, bien moi, ma mère, quand elle est morte, c'est comme si là, je découvrais la mort, mais par en dedans, dans mon cœur, et que là, je réalisais que si moi aussi, je vais mourir, tout le monde autour de nous va mourir, et c'est pas le fun de la mort. Alors, ça fait que
c'est déclenché une espèce d'urgence de vivre dans ma vie à ce moment-là, une prise de conscience super puissante et qui m'a amené à m'impliquer dans le bénévolat beaucoup plus. Entre autres, oui, dans l'accompagnement des enfants, des ados en fin de vie, mais ce n'est qu'une des belles facettes que la mort m'a enseigné. Oui, c'est un cadeau un peu mal emballé de perdre une mère, mais en même temps, c'est ce qui m'a ouvert le cœur pour aimer encore plus puis de comprendre la souffrance chez l'autre. Est-ce que ça a été plus facile pour toi dans ta vie, à travers le bénévolat, de donner, d'aimer les autres plus que de t'aimer toi? Pour revenir à ce que tu disais tantôt, quand tu dis que tu es sur scène puis tu dis je m'aime, puis c'est normal d'être la personne la plus importante dans ta vie, puis quand tu le réalises, c'est là que tu réalises que c'est de l'égoïsme intelligent. C'est que je m'aime, je fais des choses pour moi, pour être encore plus au service des autres pour les bonnes raisons. Parce que oui, tu peux être en apparence, être là pour les autres, mais en réalité, c'est parce que tu veux te faire applaudir puis tu veux te faire aimer en retour. Ce n'est pas la même intention, là. Le geste est peut-être le même, mais il n'est pas du tout dans la même intention. Et quand tu es dans l'intention de quêter de l'amour, tu vas t'épuiser. Mais quand tu t'aimes et que tu fais du bénévolat puis que tu tends la main, tu ne t'épuises pas. C'est une belle énergie qui circule puis tu es habité par quelque chose qui est très, très, très fort. Tu sais, c'est même plus fort que ma tête, c'est plus fort que mon ego. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai déjà fait quelque chose dans le but d'être aimé dans le bénévolat? Fort probablement. Mais ça fait trop longtemps parce que moi, ça a été un choix, c'était une décision volontaire de donner de mon temps. Parce qu'à un moment donné, dans ma vie, dans ma carrière, j'ai eu des épisodes où je ne travaillais pas beaucoup. Puis je m'étais dit, hey, au lieu de m'apitoyer sur moi puis de me plaindre de ne pas avoir d'argent puis de ne pas avoir de job, j'ai au moins une denrée qui s'appelle le temps. Et ça, c'est précieux. Bien, donne-le ce temps-là. Et plus j'en donnais, plus j'étais heureux. Puis moins je cherchais les paradis artificiels, moins je cherchais dans le matériel des réconforts. Ben non, j'étais riche dans mon cœur parce que j'écoutais vraiment ce que je te disais tantôt de Parker Palmer. Pas important ce que tu fais dans la vie, mais d'écouter ce que la vie veut faire en toi. Et ce que la vie voulait faire en moi, c'était de donner de mon temps dans des causes qui m'attiraient et qui m'enrichissaient. J'ai envie qu'on parle un peu d'apparence, le contraire justement de ça. On est dans un monde d'apparence, d'Instagram. Les filles gagnent leur vie en montrant leur corps, les gars, la même chose. Ouais. Moi, j'ai été longtemps à m'identifier à l'apparence. Toi, tu as été obèse que, écoute, j'ai vu ton corps sculpté puis que tu es un gars qui s'entraîne, qui adore ça. Est-ce que tu es prisonnier un peu de ces schèmes-là, toi aussi, de la pression sociale de look good, ou c'est vraiment... Mais tu regarderas mon Facebook, mon Instagram, Marc, puis il n'y a pas de photo de moi en chest. J'en mets pas volontairement parce que ça pourrait être un piège pour l'ego, justement, de me faire valoriser par ça et de me faire aborder pour ça. Et ça, c'est un catch-22, c'est un piège parce que beaucoup d'hommes et de femmes vont se mettre en valeur physiquement sur leurs réseaux sociaux. Malheureusement, ils vont attirer des gars et des filles qui veulent juste ça. Et souvent, les personnes vont se plaindre de se faire aimer juste pour leur sexe, pour le corps. Ils ne comprennent pas tout le temps pourquoi. Et justement, moi, je ne veux pas me faire valoriser dans mon ego par rapport à mon corps. Alors, je ne propage pas ces images-là. Je sais de quoi j'ai l'air, je sais de quoi je pourrais avoir l'air encore plus si je devais nourrir de façon obsessive et obsessionnelle. Puis entendons-nous, j'ai des chums qui travaillent dans le milieu de la santé, du fitness, et c'est leur cadre d'affaires, et tu sens que dans leur intention, c'est juste une game et qu'ils s'en servent pour mousser leur travail, pour attirer des clients. Puis je pense que c'est une façon bien habile de le faire. Tu sais. C'est juste que quand tu es victime de ça, puis que tu es un peu esclave de ton image, il vient un prix à payer avec ça, puis ça, je ne veux pas le payer. Donc, moi, je fais exprès de ne pas me... Puis, honnêtement, je ne veux surtout pas que ça soit mal perçu, mais... Puis même si c'est mal perçu, ce n'est pas grave. Mais personnellement, je ne veux pas valoriser mon image. Puis de toute façon, hey, il y a 50 ans passés, là, il y en a une couple qui sont pas mal plus cotes, puis pas mal plus cute, puis pas mal plus musclés que moi, et qui font très bien ce milieu-là, puis qui gagnent très bien leur vie. Mais je ne veux pas valoriser ça. Puis de toute façon, ce n'est pas ça qui me drive parce que si je regarde ma vie, ce qui m'apporte le plus de bonheur depuis les 10 dernières années, c'est des projets humanitaires. C'est des personnes qui ont des handicaps, avec qui j'ai fait des voyages, des projets comme Face à la rue, sur l'itinérance, des projets comme Fin de mois, sur la pauvreté.
On n'est plus dans l'ego, on n'est pas dans le paraître, on n'est pas là. On est dans l'âme qui souffre et qui veut être heureuse. Puis moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de ces gens-là? Bien, c'est de faire une émission avec beaucoup d'intégrité, beaucoup de respect, puis de montrer l'humain malgré le regard qu'on leur porte des fois qui est désagréable, qu'on considère souvent ces gens-là comme des sous-humains, alors que c'est des humains extraordinairement beaux et lumineux en dedans. Et c'est ce qu'on a fait avec Face à la rue, avec toute l'équipe de production, puis l'équipe de réalisation avec Maude. Puis c'est ce qu'on fait aussi avec Fin de mois. Tu sais, on veut montrer le visage humain des personnes qui ne l'ont pas facile. Alors ça, on est à des années-lumière du paraître. Tu sais. Alors moi, je veux être dans l'être, puis je veux que la lumière qu'on porte sur ces gens-là et que l'intérêt qu'on me porte encore présentement par les médias, bien, je veux que ça serve à ce qu'on mette de l'attention, est-ce qu'on porte de l'attention sur des causes qui sont importantes? Et ça me rend heureux. Ça fait que tu dis qu'on est sur mon X, là, ben c'est exactement ça. C'est des projets, que ce soit mes conférences, les livres ou des émissions de télé, des documentaires, c'est vers ça que je veux aller. C'est trop cohérent. Le temps qu'on a dans notre vie sur Terre est tellement limité, ben je veux qu'il serve à faire du bien. Mais il y a 8 ans, quand on se parlait, tu étais dans une phase plus difficile financièrement, je me rappelle, puis il n'y avait pas de contrat, ou plus ou moins en tout cas. Puis il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont dans des phases difficiles, en plus avec le COVID, là, qui perdent des jobs. Comment t'expliques qu'à un moment donné dans ta vie, ça s'est pointé? Est-ce que c'est une synchronicité que, face à la rue, tout ça, on dirait que est-ce que tu avais lâché prise, tu avais foi? Qu'est-ce qui t'a aidé là-dedans? Ce que j'ai jamais arrêté, malgré les périodes difficiles, les périodes de doute, c'est que j'ai jamais arrêté d'y croire. Qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui allait se passer. Et que pendant ce temps-là, au lieu de rester à rien faire, je faisais du bénévolat à côté. Je m'entraînais, je prenais soin de moi, je lisais des livres de développement personnel, je méditais, je faisais des retraites de méditation. Je travaillais sur moi parce que j'avais du temps et que je me disais un jour, il ne faut pas lâcher, un jour, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, c'était une longue traversée du désert, mais je savais qu'un jour, j'allais être au bout de ce désert-là, puis j'allais m'en sortir. Tu sais. J'avais foi en ça, même si parfois j'étais dans la noirceur, mais il y avait toujours une petite étincelle, il y avait toujours une petite lumière qui me faisait croire que non, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer et que j'avais des gens autour de moi qui croyaient en moi. Donc, je n'étais jamais totalement dans la solitude et dans l'isolement. J'avais des gens qui croyaient en moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que je n'ai pas arrêté. Et j'ai continué à travers le bénévolat d'explorer et d'exploiter cette flamme que j'avais en moi qui m'habite quand je fais mes conférences, quand je fais Face à la rue ou quand je fais des émissions comme Fin de mois. C'est la même affaire. C'est la même intention. C'est juste que je n'avais pas une caméra qui me filmait ou qui filmait un projet qui allait être vu par 100 000 personnes, mettons. Mais c'était la même affaire. Donc, quand j'allais tenir la main d'un enfant en fin de vie ou quand j'allais faire du défi sportif pour les personnes handicapées, j'allais passer du temps, c'était la même intention, même affaire. C'est la même chose, c'est juste que les moyens télévisuels ou de production n'étaient pas là. Alors, c'est la même chose, tu comprends? Donc, j'ai juste continué de le faire et j'ai juste continué d'y croire, même si parfois j'avais envie de lancer la serviette. Mais il y avait quelqu'un qui me disait, il y avait ma soeur, j'avais des chums, il y avait des personnes qui m'ont avancé de l'argent, qui m'ont donné de l'argent, qui m'ont payé des épiceries, qui m'ont dit, Jean-Marie, c'est beau ce que tu fais, on croit en toi, lâche-nous pas, lâche pas. Alors, c'est ça que j'ai continué à faire. Donc, s'il y a des gens qui présentement se sentent un peu perdus, se sentent à bout de souffle, se sentent à un moment donné là, presque abandonnés, donnez-vous une journée de plus, donnez-vous 1 heure de plus, demandez de l'aide. Parce que moi, je demandais de l'aide, c'est ce qui m'a aidé et j'en parlais. Je ne restais pas tout seul dans mon petit coin à me faire à l'idée que « Ah non, ça va bien, alors que j'étais en train de me noyer. » là. Non, ce n'était pas facile, mais j'en ai parlé. Donc, s'il y a des gens qui vivent ça présentement, il faut juste continuer d'y croire. Tu sais. Et c'est ça qui est le plus important, c'est tant que tu veux y croire, c'est le plus important. La journée que tu n'y crois plus et que tu ne veux pas y croire, là, tu es dans la merde, puis là, tu as vraiment besoin d'aide. Tu sais. Mais tant que tu veux y croire. C'est important ce que tu dis parce que moi, j'ai l'impression que la vie ne nous lâche jamais. C'est nous qui lâchons la vie.
Tu sais, la vie, elle attend, comme tu disais, des choses de toi. Elle t'a donné des cadeaux uniques, puis ils ne viennent pas tout le temps dans la forme que tu penses. Tu sais, pour nous autres, la forme qu'on pense, c'est du succès, de l'argent, de la reconnaissance. Quand des fois, elle va tout t'enlever ça, mais elle va dire, tu m'aimes ça encore? T'as-tu encore envie? Puis là, tu es là, non. Puis à un moment donné, c'est comme tu te dis, regarde, je vais arrêter de me battre contre toi, là, puis amène-moi où je dois aller. Tu sais, puis c'est là où la vie nous surprend souvent, puis tu parlais de vulnérabilité, j'entends que ça a été ça. Tu as été capable d'accueillir cette vulnérabilité-là parce que c'est pas évident de dire hey, j'ai pas une scène, j'ai besoin d'aide. Mais Marc, cette vulnérabilité-là, comment veux-tu que j'anime une émission comme Face à la rue si moi-même je ne suis pas vulnérable, si je ne reconnais pas ma propre vulnérabilité? Comment veux-tu que je reconnaisse celle du gars dans la rue? Comment veux-tu que j'accueille sa souffrance, ses problèmes de santé mentale, son addiction, si je n'accueille pas moi-même mes démons, ceux de ma mère, ceux de mon père, ceux qui m'ont fait souffrir et qui me font souffrir encore? C'est un accueil, c'est une ouverture, c'est de se lancer dans le vide et c'est de danser avec l'autre. Et je pense que c'est ce qui explique pourquoi j'ai tellement vibré avec Face à la rue et que les gens ont adoré l'émission. C'est que tout le monde dans l'équipe technique, la réalisatrice monde, Geneviève, Isabelle, les recherchistes, ma productrice Lynn Deneau. En fait, c'est grâce à Lynn parce que Lynn Deneau et moi, là, on s'était connus à l'époque que j'animais des émissions comme Écoute-moi. On avait fait le défi Pérou. On avait été au Pérou ensemble. En fait, c'est elle qui était à la tête de Canal Vie à ce moment-là. Et Lynn a toujours cru en moi. À un moment donné, là, en 2015, au mois de décembre, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, puis on va luncher ensemble. Puis finalement, on commence à jaser. Puis 2016, très exactement, en décembre 2016. Puis on commence à jaser ensemble, puis on a une idée ensemble de faire une émission sur l'itinérance. Et c'est ce que ça a donné. Alors, on a donné une émission qui est née de quoi? Qui est née d'une idée pure. On voulait changer le regard face aux personnes en situation d'itinérance. Et ça a donné Face à la rue. Et c'était le break. Ça a été ça qu'il me fallait à ce moment-là. Il était peut-être minuit moins une parce que là, j'avais des dettes à côté. Je n'avais plus une scène qui rentrait. Et finalement, Face à la rue a fait que tout a changé dans ma vie à ce moment-là. Donc, Victor Hugo a dit quelque chose de très fort. Plein d'affaires qu'il a dit, mais celle-là, moi, elle m'est rentrée dedans. Il dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Et l'heure était venue pour que Face à la rue vienne au monde et qu'à ce moment-là, ma vie a changé. Donc, les 10 années qui ont précédé ma traversée du désert, les périodes de doute, de noirceur, de difficultés financières, personnelles, psychologiques, tout ça a servi à ce que j'anime Face à la rue avec le cœur et non l'ego. Donc, c'était ta préparation. Hein? Quand l'opportunité rencontre la préparation, des fois, on ne veut pas se préparer. Je suis prête à être en amour. Non, tu n'es pas prête. Prépare-toi. Non, tout de suite. Hein, l'argent, souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui flobent tout, ne sont pas prêts à être millionnaires. Quand même qu'on te donne 8 millions, tu vas le flober. Donc, j'aime quand tu as dit, parce que tantôt, je t'ai parlé de pureté, puis tu as dit, tu sais, quand j'ai rencontré cette productrice-là, c'est né d'une idée pure. Hein, fait que ça revient à la pureté. L'intention était là, la pureté était là. Ça a été dans le flow, puis écoute, je veux te féliciter parce que ce que tu fais pour moi, c'est l'université de la vie. Tu sais, le monde, j'ai l'impression, la plus belle école, selon moi, c'est l'école de la vie, puis tu enseignes la vulnérabilité, tu enseignes l'humanité à travers ton émission. Puis ça, écoute, tu es un éveilleur de conscience extraordinaire. Bravo. Merci, Marc. Puis, il ne faut pas sous-estimer nos périodes de souffrance, de doute, d'idées suicidaires, de cancer physique et de l'âme. Tout ça va pouvoir nous servir. Puis aujourd'hui, depuis plusieurs années, aujourd'hui maintenant, là, je l'applique encore plus parce que quand j'ai réalisé que mes peines d'amour, quand j'ai réalisé la mort de ma mère, le deuil, toutes mes souffrances, c'était finalement en devenir des petites clés qui allaient me permettre d'ouvrir le cœur de l'autre qui est en face de moi, qui souffre de la même maudite bebelle. Que ce soit une dépendance, que ce soit la mort de son père, que ce soit des idées suicidaires, peu importe, je me rends compte que mes histoires à moi, les plus inconfortables, même si présentement, là, c'est intolérable, c'est impensable un jour de m'en sortir, moi, je me dis qu'un jour, ça va servir à quelqu'un avec qui je vais pouvoir en parler, que je vais reconnaître cette souffrance-là,
et que les deux ensemble, parce qu'on souffre et on reconnaît notre souffrance mutuelle, bien, on n'est plus seul maintenant. Et c'est ça la compassion, c'est ça de la bienveillance, c'est ça cette espèce de... C'est une force qui est tellement magique et qui guérit les deux en même temps. Donc aujourd'hui, quand je vis quelque chose de tough, présentement, ce qu'on vit au Québec, ce qu'on vit sur la planète, c'est pas facile, mais ça va changer quelque chose. Ça a le pouvoir de changer quelque chose si on s'en sert positivement. Parce que oui, on peut se plaindre, oui, on peut se taper sur la tête, puis oui, on peut être en tabarnak, donc on n'a pas l'été qu'on aimerait avoir, whatever. Oui, c'est vrai. Mais et si on le regardait d'un autre angle, il y a peut-être quelque chose de positif. En tout cas, moi, je veux m'accrocher à quelque chose de positif. Puis là, c'est facile parce que je ne l'ai pas, la maladie, et je n'ai pas perdu de proches. Parle à quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère suite à la COVID, c'est sûr que c'est tough, cette personne-là. Ben, c'est peut-être elle qui a besoin d'aide présentement, puis il ne faut pas la laisser toute seule. Il est presque 8h25. Écoute, c'est tellement cool, Jean-Marc. Moi, je continue. Hey, on n'a pas eu de questions de personne. Ben, écoute, ma gérante m'écrit que le monde est comme, il écoute, il n'y a pas eu de questions encore, mais n'hésitez pas, si vous voulez des questions, il reste du temps. J'ai des questions en rafale pour toi. OK, go. As-tu une routine matinale? Mais-en. Dès que je me lève, je me mets devant ma fenêtre. Je suis devant ma fenêtre présentement. Il y a donc Colin qui vient de piler sur mon vélo. Je me lève, je me mets devant la fenêtre. Mais mettons que je suis debout, là. Et la première chose que je fais, c'est que je prends une respiration, puis je regarde dehors, puis je récite la prière de Mère Teresa qui dit « Ne laissez personne venir à vous repartir sans qu'il ne soit meilleur ou plus heureux. » Ça, je me dis ça tous les matins. Ne laisse personne venir à toi repartir sans qu'elle ne soit meilleure et plus heureuse. Ça, je me dis ça tout le temps. Après ça, je pèse sur ma bouilloire, je me pars mon café et une fois que j'ai mon café de prêt, je m'assois sur mon coussin de méditation puis je médite. Et une fois mes méditations terminées, ben, je lis mes petites pensées, j'ai des citations. J'ai 3-4 livres de citations que je lis et je regarde ça à tous les jours. Puis après ça, ben, je prépare mon petit déjeuner et je publie des citations sur les réseaux sociaux puis après ça, je vais m'entraîner. Ça, c'est mon petit rituel du matin. Pour ceux qui ne sont pas bouddhistes comme toi, qui ont l'impression que la méditation, c'est compliqué, c'est quoi le truc que tu as donné à ceux qui aimeraient commencer à méditer et qui ont l'impression que c'est difficile? C'est très, très simple, la méditation. Premièrement, ce n'est pas bouddhiste, ce n'est pas hindouiste, c'est universel, c'est très simple. C'est d'apprendre à respirer dans le calme et dans l'instant présent, dans une posture. Moi, je préfère méditer assis parce que si je médite couché, je vais m'endormir. Mais il y a exactement 3-4 milliards d'applications sur votre téléphone cellulaire. Si vous avez un Samsung ou un iPhone, il y a plein d'applications. Moi, je ne fais pas une publicité gratuite là, parce que je ne suis pas payé pour... Mais j'aime beaucoup l'application Headspace. Headspace, elle est simple, elle est en français, elle est en anglais et ça vous guide pas à pas pour la pratique de la méditation. Mais Christophe André fait des superbes méditations sur les réseaux sociaux. Mathieu Ricard, oui, c'est un moine bouddhiste, mais il enseigne de façon extraordinaire la méditation aussi. Il y a plein de techniques, il y a plein de façons, mais apprenez avec quelqu'un une méditation. Puis ça se peut que ça prenne des fois 2-3 tentatives pour méditer et que ça soit un peu facile, parce que la personne qui l'enseigne, des fois, elle va trouver des mots parfaitement pour vous. Alors, c'est très, très simple. En tout cas, moi, c'est un entraînement à vivre dans l'instant présent, à accueillir ce qui est sans jugement, avec douceur et bienveillance. En tout cas, je ne veux pas aller trop dans les termes techniques, mais moi, c'est ce qu'un entraînement que je fais à tous les matins. Mathieu Ricard, on y va vite, vite, mais tu l'as rencontré. C'était comment, cette rencontre-là? Bien, premièrement, je l'ai rencontré grâce à mon ami François Hayon et Rémi Tremblay de Québec. Rémi qui a son organisation qui s'appelle la Maison des leaders, qui accompagne des leaders dans le monde avec des leaders beaucoup plus dans la bienveillance et non dans la performance. Et eux autres, ils avaient l'idée de faire venir des conférenciers, des grands maîtres de partout dans le monde. Ils ont fait venir tellement de gens ici pour faire des conférences. Et l'idée était un jour de faire venir Mathieu Ricard. Puis ils m'ont demandé de m'impliquer dans l'organisation. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai hébergé Mathieu chez moi. J'étais un peu son assistant, son chauffeur. J'ai fait ça pendant quelques années. Puis aujourd'hui, bien, quand Mathieu vient au Québec, bien, on est tout un petit groupe à l'accompagner. Là, il y a le président de la Fondation de Mathieu ici à Montréal, Charles Mathieu, avec sa conjointe Pascal qui héberge Mathieu parce qu'on a une belle maison à l'Île des Sœurs. Mais on est tous sur le conseil d'administration, puis
on aide Mathieu dans sa fondation et dans sa mission. Mais qu'est-ce que c'est de rencontrer Mathieu Ricard? C'est de rencontrer un maître qui vit dans l'Himalaya depuis une cinquantaine d'années et qui a fait de son œuvre humanitaire l'humain, la souffrance, la pauvreté et d'éveiller les consciences le plus possible. Puis je te dirais qu'encore plus flabbergasté de rencontrer Mathieu Ricard, c'est mes rencontres avec le Dalai Lama. Ça, c'était, de toute façon, le Dalai Lama, c'est comme le maître de Mathieu Ricard. Puis le Dalai Lama, il y a eu des maîtres lui aussi. Puis moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Puis de rencontrer le Dalai Lama, c'est comme de rencontrer quelqu'un qui te voit et qui t'aime tel que tu es, et qui te fait sentir comme la personne la plus belle, la plus merveilleuse et la plus inspirante au monde, la plus parfaite, sans que tu aies à changer quoi que ce soit en toi. C'est fort en Christ, ça, mon chum, ça. Il y a quelqu'un qui te regarde dans les yeux, qui te tape la main, qui te salue et qui te fait te sentir comme si tu étais la plus belle des personnes au monde et que tu n'avais rien à changer. Wow. C'est ça, le Dalai Lama. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais, que tu n'as pas rencontrés encore, que tu rêves de rencontrer? Sûrement, parce qu'il y a plein de gens que j'aime, que je lis et qui m'inspirent, mais la liste est trop longue. Mais tu sais, les rencontres, là, moi, j'ai rencontré des gens en fin de vie. J'ai rencontré des gars en situation d'itinérance. J'ai rencontré des personnes, j'allais dire, loin des médias et qui m'ont ouvert la tête et le cœur là, comme ça ne se peut pas. Donc, je rêve de rencontrer des gens qui vont me faire grandir, qui vont me faire évoluer, qui vont m'amener encore plus dans mon cœur, qui vont m'éloigner de mon ego. Moi, je ne veux que ça. J'attends ça et j'appelle ça. Ton livre coup de cœur, pour les gens qui ont du temps, là, un bon livre à lire? Je le dis tout le temps, même si ça fait au-dessus de 20-25 ans que je l'ai lu, mais le livre L'Art du bonheur du Dalai Lama, pour moi, ça a été le livre qui m'a ouvert le cœur et qui m'a... C'est plus que le Dalai Lama, c'est plus que le bouddhisme, c'est un psychiatre américain, Howard Cutler, qui rencontre le Dalai Lama et les deux parlent ensemble de bonheur. Qu'est-ce que ça prend pour être heureux? Alors, c'est comme si l'Occident rencontrait l'Orient. C'est une rencontre, c'est un enseignement sur comment être heureux là où on est, avec ce qu'on a. Et that's it. C'est un livre que j'ai relu je ne sais pas combien de fois, que je lis en version audio et que j'aime suggérer, que j'aime partager à tellement de gens. C'est un bijou de livre. Une série ou un film coup de cœur? Ah, c'est bol de Christ. Là, c'est pas correct, ça. Une série... Ouais, tu as dit, hey, ça, c'est un must, là. Écoute, j'écoute pas tant de séries, sauf que là, évidemment, en confinement, je me suis tapé un petit peu de Netflix. Je me suis tapé... En fait, sais-tu quoi? Moi, là, les films de super-héros, suffit que je suis sucker. Je les aime. Oui. Les Avengers, les Iron Man, les Spider-Man. Je rêve moi-même la nuit. Je suis un petit gars dans ma tête, puis j'ai les pouvoirs d'être Spider-Man. J'aime c'est drôle, hein? J'aime la métaphore qu'il y a derrière ça. Et souvent, les super-héros, parce qu'on a tous un super-héros en soi, et les super-héros, ils viennent à un moment donné, là, ils ne veulent plus leur super pouvoir. Tu sais. Superman, il voulait être un homme ordinaire. Spider-Man, la même affaire. Ils ont tous cette espèce de démarche-là. Tu sais, Joseph Campbell, qui est un grand auteur, un grand conférencier aussi, puis grand philosophe, il a écrit le livre Le mythe du héros. Et le héros qu'on a tous en soi, il vient à un moment donné, on ne veut plus ça, on ne veut plus être ça, on veut s'effacer, on veut geler ça, alors qu'on a tous ça. Donc, chaque héros vient à passer par une espèce de phase où là, il ne veut plus l'être. Et là, généralement, il pogne un mur. Mais une fois qu'il accepte que sa mission, c'est ça, et c'est là qu'il vole de ses propres ailes. Puis je pense qu'il y a une belle métaphore qu'on peut tous s'approprier, nous autres, à travers les films de super-héros. On termine bientôt. J'ai une question d'Émilie qui dit qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi plus tard quand on va dire ton nom? Je pense que j'aimerais que les gens disent c'est un être humain qui a aimé, qui a donné, malgré ses fragilités, malgré ses défauts, mais qui n'a pas laissé ses fragilités et ses défauts gagner la partie. Au contraire, il s'en est servi pour être encore plus au service des autres puis d'être heureux à travers tout ça.
j'aimerais ça qu'on pense que que j'ai fait du mieux que je peux. J'ai eu une belle vie, j'ai eu du fun. Puis, en fait, l'autre jour, ça fait une couple d'années que j'ai écrit cette phrase-là sur les réseaux sociaux, puis c'est vrai que je m'identifie à ça. Moi, je ne suis pas un gars équilibré qui se cherche des passions. Moi, je suis un gars passionné qui se cherche de l'équilibre. Puis je pense que c'est vraiment ça qui me définit. Je ne suis vraiment pas en quête de passion. Des passions, j'en ai jusqu'à demain matin, jusqu'en 2075. Mais je suis un gars passionné qui cherche à être en équilibre. Et ça, en fait, j'aimerais ça qu'on retienne et que j'aimerais ça atteindre. Bien, il a atteint cet équilibre-là. Wow, c'est beau. Puis, on termine un message. Ça commence à faire noir ici, hein? Oui, ben oui. Je devrais mettre mon éclairage de l'autre bord. Attends, mais là, je vais me tasser un peu. Là. OK, vas-y. Ouais, j'ai envie qu'on finisse avec donner un sens peut-être avec tout ce qu'on est en train de vivre. Je sais que c'est ça, il y a plein de conspiracy, le monde dit que là, écoute, tout le monde a une espèce d'idée sur ce qui est en train de se passer. Là, mais si on amenait quelque chose, si on dit qu'on est peut-être dans un chiffre de conscience, puis qu'on ne peut pas contrôler les politiciens, on ne peut pas tout contrôler, mais il y a une chose qu'on peut contrôler, c'est bien nous-mêmes. Quel message d'espoir ou qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce qu'on est en train de vivre pour toi? Viktor Frankl, qui est un psychiatre juif qui a été interné durant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis, il a survécu au camp de concentration alors que le 95% de sa famille a été décimée dans les camps de la mort. Il a écrit le livre en anglais « Man's Search for Meaning ». La quête de l'homme ou de la femme, c'est de trouver un sens à sa vie. Et puis, il a écrit une belle phrase qui dit « L'homme peut survivre à toutes les souffrances pourvu qu'il y trouve un sens ». Alors, c'est à nous de trouver un sens dans ce qui se passe présentement. Même si ça ne fait pas de sens, c'est à nous de trouver un sens. Puis, il a aussi dit, Viktor Frankl, qu'on peut enlever tout à un homme, sauf la dernière de ses libertés, sa façon de réagir face à ce qui lui arrive. Donc, toi, tu peux m'enlever mon permis de moto, tu peux m'enlever le fait d'aller faire du sport, tu peux m'enlever de faire du bénévolat, mais tu ne pourras jamais m'enlever ma façon de réagir à ce qu'on m'enlève. Comment moi, je vais réagir à ça? Donc, je pense que les gens peuvent se poser la question, comment moi, je peux réagir présentement? Ça m'appartient. Il n'y a personne qui va m'enlever ce choix-là, cette façon de réagir. Est-ce que je réagis en victime? Est-ce que je réagis en me plaindre, à me plaindre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je souhaite que les gens puissent trouver une espèce de flamme en eux pour peut-être passer à travers ce qu'on vit présentement avec plus de compassion, plus de bienveillance, plus d'attention. Parce que des fois, pense à l'épicerie. Moi, quand je fais mon épicerie, j'ai du fun à faire l'épicerie. J'ai l'impression de regarder les gens dans les yeux, qu'on ait un masque ou pas. Je regarde les gens dans les yeux et on est complices. Hey, c'est pas facile hein, ce qu'on vit. Non, c'est pas. Mais il faut quand même manger, il faut faire l'épicerie, il faut faire attention à soi. Il faut faire l'épicerie pour certaines personnes qui ne peuvent pas aller la faire, tu sais. Et d'avoir de la bienveillance, d'avoir de la patience, parce qu'il y a des gens qui font l'épicerie et qui sont stressés de la faire parce que c'est peut-être le seul sortie dans la semaine. Ils ne veulent surtout pas être en contact. Donc, au lieu de chialer sur la personne qui a peur quand ton panier s'approche à 8 mètres du sien, puis elle, tu sens qu'elle panique, ayons de la compassion pour elle ou de la bienveillance parce qu'elle, elle a peur. Elle a peut-être une raison d'avoir peur. Elle a peut-être perdu quelqu'un de proche d'elle, tu sais. Donc, j'essaie juste de voir comment moi, ce que je peux vivre présentement, de le vivre avec moins d'égoïsme, puis plus de bienveillance, plus de compassion. Puis, généralement, tu le sais, hein, quand on repense un petit peu plus aux autres, ça fait du bien. Puis, tu sais, c'est le fun parce que tu m'as challengé à l'idée de oui, mais penser aux autres, des fois, quand tu veux trop être aimé, des fois, c'est ce qui nous arrive. Tu sais, on quête l'amour, tu sais, on l'a fait tous les deux. Et un maître que j'ai beaucoup aimé, puis j'ai beaucoup écouté dans mes méditations, dans mes retraites, qui disait écoute, c'est pas compliqué. Pour être heureux dans la vie, c'est bien simple. Pense aux autres. Mais si tu veux être misérable, pense juste à toi. Absolument. Bien, aujourd'hui, pour moi, ce qu'on vient de vivre, c'est de l'amour pur. Tu sais, c'est ça. C'est d'échanger dans notre humanité, loin des masques. Hein, puis je t'honore ce soir dans ta grandeur d'âme à te livrer,
des choses que peu de gens sont capables de dire. Tu sais, j'ai été pauvre, je me suis pas aimé, j'ai eu des dépendances. Puis ça fait du bien, je pense, aux gens là, dans cette quête où tout le monde a l'impression qu'ils ne peuvent plus performer, ils sont plus parfaits, ils sont dans l'anxiété de dire, ben écoute, si on peut juste réaliser qu'on est tous dans le même bateau. Toi, moi, lui, le millionnaire qui est en train de perdre du cash, le pauvre qui est dans la rue, la vedette, la petite fille à côté, puis c'est ça le but, moi, à travers ces lives-là, puis de t'avoir ce soir, ben ça me touche beaucoup, puis, tu sais, on parlait d'argent, mais moi, je me sens millionnaire à te parler ce soir. C'est ça, la Non, richesse. mais, fin. Non, mais c'est vrai. T'es fin. Merci, Marc. Puis, tu sais, autre chose que j'aurais envie de te dire par rapport à ce que tu viens juste de dire, c'est que ça se peut que des fois, là, tu te lèves demain matin, puis tu sois en tabarnak, puis que tu as envie de faire chier le monde autour de toi, puis que tu trouves ça vraiment injuste, bien, accueille ça. Ben oui, c'est comme ça que tu te sens. Tape-toi pas sur la tête. C'est pas vrai qu'on se lève tout le temps 100% de bonne humeur, tu sais, mais d'être capable d'accueillir l'état dans lequel on est sans se taper sa tête, puis sans jugement, c'est ça de la bienveillance envers soi-même. C'est bien beau être bienveillant envers les autres, mais essayons d'apprendre à être bienveillant envers soi, puis de s'accueillir comme on est. Puis c'est pas vrai qu'on est tout le temps à top. Donc, oui, effectivement, c'est une belle façon je pense, une belle façon de se traiter, puis de traiter la vie, puis de traiter les autres. C'est avec douceur puis bienveillance. En tout cas, moi, ça marche pour moi, en tout cas. Je peux te le dire. Ben, je pense que la conclusion qu'on peut dire, c'est que ça doit être ça, l'amour. La bienveillance, l'accueil, puis de ne pas tout le temps être juste dans le hype, puis de dire, il y a des moments où je vais être capable de t'accueillir, même quand tu ne files pas, puis quand l'autre a peur, puis il n'y a pas une façon, puis c'est pas juste du wow, c'est multicolore, puis ça vient avec, tu sais, c'est une pôle à batterie, il y a du plus, il y a du moins, mais au final, ça booste le char. Fait que les deux pôles sont nécessaires, puis l'amour, ben, c'est dans tout ça. C'est pas juste sur un pôle. Oui, puis tu sais, de l'amour, des fois, c'est des fois tellement simple, puis tellement grand, puis tellement puissant qu'on a juste les yeux dans la graisse de bine, puis on ne sait pas pourquoi. On n'a pas besoin d'essayer de comprendre, puis d'essayer d'analyser, puis juste de se laisser toucher. De se laisser toucher par la beauté de la vie, par la beauté des gens, par la beauté de n'importe quoi qui se manifeste autour de soi. Tu sais. C'est juste ça, de se laisser toucher, puis de ne pas avoir peur de le montrer aussi aux autres. Écoute, je continuerai, mais on arrête là-dessus. Jean-Marie, merci tellement. Ça a été un rendez-vous magique. J'espère qu'on va avoir la chance de se revoir, pas juste dans des COVID puis des lives. On essaiera mais continue ton beau travail, continue de rayonner. T'es beau à voir, t'es inspirant. Ah, t'es bien fin. Ben, merci de m'avoir donné l'occasion de passer cette heure-là avec toi, avec les gens qui nous ont regardés, qui nous ont écoutés. Et puis, ben oui, à bientôt, j'espère. C'est le fun de te voir évoluer depuis qu'on se connaît. Écoute, depuis la rue Saint-Ambroise. On était sur Saint-Ambroise dans le temps? Ben oui. Toi, tu étais à radio à Ville-Marie en bas. Oui. J'animais l'émission Des gens comme les autres qui avaient été. Ah, c'est drôle! C'est l'anniversaire aujourd'hui de Gaston Lheureux qui est décédé. Et Gaston, il est né on est quelle date aujourd'hui? On est le 14 mai? 15? Le 14, oui. On est le 14 mai. Bon, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est décédé, mais c'est son anniversaire de naissance. Et Gaston était l'animateur de l'émission. Puis quand il est décédé, on m'a demandé de le remplacer. Puis j'ai animé cette émission-là pendant une couple d'années. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, toi puis moi. On se croisait au château Saint-Ambroise. Donc, petit monde. Voilà, on se retrouve 8 ans plus tard. Écoute, Jean-Marie, prends soin de toi. Aux gens qui m'écoutent, la semaine prochaine, je reçois Sonia Benezra. On va pouvoir parler de quelqu'un qui est très humain. Elle est tellement extraordinaire. Ton heure va passer vite, mon gars. Ça va être une belle rencontre. Bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous. Puis je vais remettre ce live-là en partage. Donc, merci Jean-Marie. À bientôt. Ciao tout le monde. Bye.